Alors, on va accueillir notre dernier invité, qui est Mathieu Audonnet, de chez M6. Et Cécile. Et Cécile. Pardon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Eh bien, donc je suis, comme on vient de le dire, Mathieu Audonnet, brand stratégiste au sein d'M6 Unlimited, donc qui est la structure de création de contenu d'M6 lancée l'année dernière. Cécile Brenier, donc je m'occupe du marketing grand public chez Lenovo. Voilà. En quelques mots, on va vous présenter Lenovo et M6 Unlimited. Alors, je vais commencer par M6 Unlimited. L'année dernière, nous avons lancé M6 Unlimited au mois de février, exactement. Qu'est-ce qu'M6 Unlimited ? M6 Unlimited, c'est la volonté du groupe M6, qui est un producteur de contenu depuis un peu plus de 28 ans maintenant, pour ses supports, qu'ils soient télé ou web. C'est la volonté de mettre cette capacité de production, ce savoir-faire unique de production qu'on mettait à disposition de nos audiences pour nos publics. Eh bien, on la remet à disposition des marques avec ce savoir-faire et cette expertise unique sur le marché. Voilà ce qu'est Unlimited. On l'a lancé l'année dernière. On a gagné depuis la confiance de grands annonceurs sur l'intégralité de leur stratégie de contenu. On a le plaisir de travailler avec L'Oréal, avec Nissan, avec ING Direct. On a gagné La Redoute récemment. Et on a eu le plaisir, c'est le tout premier annonceur à nous avoir accordé sa confiance, on a eu le plaisir de gagner cette belle campagne qu'on va vous présenter par la suite. Fallait le faire, que nous a permis de réaliser Lenovo. Alors, je vais vous présenter Lenovo en quelques mots. Donc, Lenovo, c'est le numéro 1 mondial du PC, le constructeur en plus forte croissance depuis 2 ans, depuis 12 trimestres consécutifs très exactement, et numéro 1 mondial depuis 2 ans. On est également numéro 3 mondial de la tablette et numéro 3 mondial du smartphone, notamment après l'acquisition qu'on a faite de Motorola. Donc voilà, donc la stratégie de Lenovo, elle s'est construite à la fois sur l'acquisition d'entreprises fortes du secteur, donc IBM déjà au départ, ensuite Medion, Motorola. Récemment, on a racheté une partie d'IBM qui sont les serveurs voilà, pour le marché professionnel. Et d'autre part, par une stratégie de produits très forte, parce que sur la partie grand public et professionnel, on a des innovations qui sont vraiment, vraiment disruptives, qui révolutionnent complètement l'usage et du PC, et de la tablette, etc., avec notamment des produits, des tablettes qui se replient dans tous les sens, des tablettes avec vidéoprojecteur intégré dans la tablette. Donc voilà, donc, c'est vraiment ce qui caractérise Lenovo aujourd'hui. Alors finalement, quand on t'écoute, une croissance à 2 chiffres, une innovation permanente, on se demande presque pourquoi est-ce que tu avais besoin d'une stratégie de contenu. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler à tous quel était le cadre de cet appel d'offres, le contexte dans lequel vous avez lancé cet appel d'offres ? Alors effectivement, on est on va dire un acteur incontournable au niveau mondial, mais sur la partie grand public en France, finalement, on n'a que 2 ans d'existence, donc on est un tout petit, même si aujourd'hui les parts de marché sont vraiment en croissance. Donc on avait, quand on a lancé le grand public en France, on a ressenti la nécessité, comme toute marque qui se lance, de communiquer auprès du grand public. Mais on ne voulait pas le faire juste d'une manière traditionnelle, parce que toute jeune marque se doit de se lancer en phase avec les attentes du marché et des consommateurs. Et donc voilà, donc on avait vraiment envie de mettre en place une stratégie de contenu, d'engager le consommateur pour développer notre notoriété. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait appel à M6 Unlimited. Tout à fait. Alors, on va passer sur la slide suivante. Alors, comment est-ce qu'on a gagné ce budget ? Comment est-ce qu'on a gagné la confiance de Lenovo ? Alors, on avait ce double objectif, vous l'aurez compris. D'abord, doper la notoriété de cet acteur encore méconnu en France et ensuite engager ses consommateurs et plus au-delà, bien au-delà, engager ses cibles et ses prospects à travers une campagne. Alors, Lenovo a une particularité dans son positionnement. Lenovo se positionne comme l'équipementier des doers. Alors, comment définit-on les doers ? Les doers, ce sont ceux qui agissent, ceux qui font, ceux qui passent à l'action dans une dynamique quasi entrepreneuriale, ceux qui sont dans une dynamique de projet. Eh bien, ces doers, on les a incités à rejoindre la marque dans une belle aventure de story doing. On a
finalement créer avec les consommateurs, à travers notre relation avec les consommateurs, une nouvelle histoire, deux nouvelles histoires dont nos consommateurs sont les sujets. Ce dispositif, slide suivante s'il vous plaît. C'est vrai, juste une précision, c'est Bien vrai qu'au niveau de la cible, c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est-à-dire que notre tagline aujourd'hui, c'est For those who do, donc c'est toujours un peu compliqué à prononcer en français, For those who do, mais bon, en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est la marque qui inspire l'action, qui a vraiment au cœur, dans notre ADN, le consommateur est vraiment un pilier très très important. Ce consommateur-là, sur la cible grand public, c'est le millénial, donc 18-34 ans, cœur de cible. Et voilà, et donc du coup, le projet Fallait le faire vraiment répond parfaitement à tout ce qu'on souhaitait développer autour du consommateur en le mettant au centre de notre communication. Alors, ce projet Fallait le faire répond à ce double objectif qui est doper la notoriété, cette notoriété qu'on a travaillé à travers une présence télé qui est un média de masse et l'engagement qu'on a travaillé à travers le digital. Donc cette campagne qu'on a lancée qui s'appelle Fallait le faire, c'est la toute première émission télé participative. Alors vous allez me dire, première émission télé participative, il y a eu Rising Star, vous êtes chez M6, vous êtes bien placé pour le savoir. Eh bien, je vous répondrai qu'à la grande différence de toutes les émissions de télé qui existent aujourd'hui, on ajoute une couche de participatif où on permet simplement aux utilisateurs de voter sur un contenu déjà existant. Eh bien là, le cœur de l'histoire, le sujet de l'histoire était défini par les internautes. Les internautes pouvaient soumettre leur plus grand projet sur cette plateforme participative qui était Fallait le faire, et c'était le vote du public, le vote des internautes qui définissait quels seraient les projets que nous financerions, que nous réalisions, que nous produirions et nous diffuserions toutes les semaines sur M6, puisque le programme était diffusé vers 20h45 sur M6. On l'a ensuite élargi au vu du succès de l'opération à W9. Je vous propose très brièvement de découvrir le case study, quelques images de ce dispositif. Lenovo, premier constructeur mondial de PC, est la marque des doers, ceux qui agissent et qui créent au quotidien. Pour permettre aux internautes de passer à l'action, Lenovo s'associe à la première émission d'M6 qui réalise leur projet, Fallait le faire. Depuis longtemps, vous savez que vous devez le faire. Une aventure au bout du monde. Un projet artistique, musical ou entrepreneurial. Alors n'attendez plus. Passez à l'action. Avec Intel et Lenovo, M6 lance Fallait le faire. L'émission de télé qui réalise vos plus grands projets. Partagez le vôtre. Soumettez-le au vote du public et du jury pour qu'il devienne réalité. Passez à l'action sur fallaitlefaire.fr. L'opération rencontre un grand succès. Des milliers de projets sont déposés, générant 90 000 votes sur le site et 163 000 interactions sur les réseaux sociaux. Le projet d'Anthony était de survoler les grands lacs du Canada à bord d'un hydravion, première étape pour devenir pilote professionnel. Fallait le faire lui donna l'opportunité de prendre son destin en main. C'est énorme! Le groupe de rock Underdogs rêvait d'enregistrer son titre à Los Angeles. Fallait le faire leur ouvra les portes d'un studio mythique, organisa le tournage de leur clip et une rencontre avec Skip the Use. Claire souhaitait ouvrir la première pâtisserie de Mayotte. Fallait le faire mit tout en œuvre afin qu'elle puisse mener à bien son projet, l'ouverture de Grains de Sucre. Allez-y, entrez. Michael rêvait d'apprendre à plonger en apnée. Grâce à Fallait le faire, il rencontra Guillaume Néry, champion du monde. Il se surpassa et apprit beaucoup sur lui-même. C'était un rêve. Une campagne de promotion d'envergure pour d'ambitieux résultats. Télé, 1,7 million de téléspectateurs en moyenne sur M6. Jeux concours, 30 000 participants. Site internet, 700 000 visiteurs, incluant 70% de trafic organique. Facebook, 70 000 partages. Twitter, 5e sujet le plus tweeté en France. Alors, très très brièvement, avant de revenir sur le bilan chiffré de cette opération, j'aimerais revenir sur un bilan un peu plus humain. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Un bilan un peu plus humain. Vous parlez de ces quelques candidats qui ont participé à Fallait le faire.
Anthony qui avait comme projet d'apprendre à piloter un hydravion au Canada, qui à la suite de cette émission s'est vu offrir un ULM par un de nos téléspectateurs, qui l'a rencontré, qui a partagé sa passion avec Anthony, qui apprenant à le connaître, a compris qu'il n'avait pas les moyens financiers de vivre sa passion. Il lui a offert un ULM et c'est avec cet ULM aujourd'hui qu'Anthony donne des cours à son tour. J'aimerais vous parler de cette candidate également qui a ouvert la toute première pâtisserie avec Fallait le faire à Mayotte. On avait un peu peur du lancement de ce projet parce que si vous connaissez un petit peu la météo à Mayotte, la pâtisserie, c'était pas évident sur place. Et bien, ça a rencontré un succès fou, puisque aujourd'hui, notre candidate est en train de lancer sa franchise. Autant de projets humains qui ont été de véritables succès qu'on peut mettre en parallèle avec le bilan chiffré de l'opération. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Des résultats qui ont été globalement, qu'ils soient humains ou chiffrés, bien au-delà de nos espérances. Nous avions fixé avec Lenovo des objectifs en début de campagne, des objectifs chiffrés que nous avons tous atteint ou dépassé largement. Alors un objectif de GRP, ce qui est tout à fait logique quand nous sommes en télé, qu'on a surperformé à 182%. Un nombre de participants au module jeu, on avait un objectif de 10 000, on est arrivé à 30 000 participants au module jeu. Les visiteurs uniques sur le site, on avait un objectif d'1,5 million de visiteurs uniques, on s'est approché du million, on est à 700 000 visiteurs uniques. Le temps passé sur le site, on est à 2 minutes 30, c'est un très très beau temps moyen passé sur le site. On vote, les votes sur la plateforme, pas sur les réseaux sociaux, on est à 90 000 votes, et les interactions globales sur les réseaux sociaux, on est à 163 000 interactions. Alors, ce sont des chiffres qui prouvent l'engagement, qui prouvent le trafic sur notre plateforme, mais le double objectif de Lenovo, c'était de réussir à impacter la notoriété et à créer de l'engagement. Sur la notoriété, on a réussi à faire plus 9% de notoriété en notoriété spontanée et plus 11% en notoriété assistée. Vous qui êtes annonceur ou en agence, vous savez que c'est difficile de faire bouger cette notoriété avec des campagne classique. Là, on a réussi à prouver qu'avec une émission participative et du contenu digital, une véritable complémentarité entre ces deux médias, on pouvait changer la donne. J'aimerais maintenant revenir un deux petites secondes en détail sur le trafic qui a été généré sur ce site. On a eu 163 000 interactions, et si on fait le décompte de ces 163 000 interactions, on a eu pas loin de 70 000 shares sur Facebook. Alors, à chaque fois qu'on monte un dispositif qui associe la télé et le digital, on nous dit, bon, c'est facile, vous avez réussi parce que vous avez la force de la télé, ça vous permet bien évidemment de générer beaucoup plus de trafic. Eh bien, sur ce dispositif, qui a réalisé au global, je le rappelle, 700 000 visiteurs uniques, on a généré 71% du trafic uniquement grâce aux réseaux sociaux, grâce aux shares sur les réseaux sociaux. On a traqué la provenance du trafic et on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont partagé les projets sur leur page Facebook, sur leur compte Twitter, ont généré plus de trafic que tous les leviers et tout le plan média qui avait été mis en place. Voilà. L'avenir pour nous de la télé, eh bien, elle passe aussi peut-être par là, par un engagement sur le digital qui nous permettra de démultiplier la visibilité de la marque programme et la visibilité des différents annonceurs avec qui nous travaillons. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Alors, ça ferait une très belle émission de télé, mais au-delà d'un programme court, d'une émission classique, que ça pourrait au-delà du potentiel que ça pourrait représenter pour le groupe M6, ce qui nous intéresse surtout dans ce cadre particulier, c'est l'attribution à la marque. C'est de s'assurer que la marque programme que nous avons créée est bien attribuée à la marque Lenovo. Et bien évidemment, on a fait un post-test et l'attribution à la marque est excellente. Je crois qu'on est à plus de 67%. Et l'intention d'achat, on était à plus de 57%. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Et bien évidemment, on tire des enseignements de tout ça et ça peut nous servir demain dans le déploiement de nos marques programmes. Merci beaucoup à tous.
Merci. Je vais peut-être. Oui, merci, mais on va peut-être recontinuer un petit peu parce qu'il y a un petit peu de temps. Si tu es d'accord, Mathieu. Nous sommes à votre disposition. Voilà. Alors moi j'avais une petite question pour vous deux, en particulier peut-être pour Laurent, sur le sujet justement des réseaux sociaux et du partage de contenu, parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi depuis quelques années un changement on va dire, de mentalité sur le sujet. Voilà, à un moment on disait bah non, le nombre de shares, de likes, c'est pas forcément un garant on va dire d'activation commerciale pour une marque. Voilà, aujourd'hui, vous, comment vous voyez ça et qu'est-ce que vous privilégiez justement entre le trafic sur un site web dédié, entre des échanges sur Twitter, sur Facebook qu'est-ce qui garantit l'attractivité finalement pour une marque et qui est intéressant pour vous? Aujourd'hui, nous, on part du principe que effectivement, toute la partie discussion sur les communautés sociales sont vraiment très importantes. Après, moi, je considère que on peut pas tellement dissocier un site web de réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que finalement, la marque, elle doit être présente sur tous les touchpoints du digital. Donc, on n'a pas vraiment, on a un gros focus sur le digital chez Lenovo. Mais alors après, la conversation, elle démarre vraiment sur les réseaux sociaux, donc c'est là où on interagit avec le consommateur. Donc c'est une grosse priorité chez nous. Maintenant, après le site web, effectivement, un site de marque, ça reste un vecteur très important, notamment dans l'acte d'achat. Donc on considère vraiment le consumer journey dans toute sa globalité pour agir sur tous les touchpoints. D'accord. Et justement, comment au sein d'une société comme la vôtre, ça se gère entre le département justement commercial qui va regarder les chiffres et les ventes et le département marketing qui est sur des choses plus aspirationnelles? Est-ce qu'on se parle pour voir les impacts régulièrement? On se parle énormément. Alors, il faut savoir que l'avantage qu'on a chez Lenovo, c'est qu'on est au niveau de la division grand public, une toute petite PME dans l'entreprise, j'ai envie de dire. Ce qui constitue un énorme avantage, c'est que du coup, effectivement, la chaîne de discussion est très très courte. Donc c'est indispensable quand une marque se lance sur un marché que la stratégie marketing brand soit complètement en phase avec ce qui se passe en termes de vente. Donc on discute régulièrement et puis on s'assure que tout ce qu'on met en place au niveau brand puisse finalement suivre le consumer journey jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer sur un produit ou sur des actualités si derrière on ne peut pas suivre jusqu'à la vente le consommateur. Donc, Ok. Et sur les programmes donc de ce programme Fallait le faire qui a été un moment diffusé, combien de temps après finalement le dispositif a vécu et a continué à avoir du retentissement en fait? Là, il a continué à avoir du trafic sur le site. Alors, nous, on a continué à avoir du trafic plusieurs semaines après le déploiement du dispositif, puisque les gens avaient partagé sur leurs réseaux sociaux des shares des différents projets. Donc, on a continué naturellement à avoir du trafic, plus un trafic SEO, parce qu'on avait mis en place une stratégie SEO qui nous permettait d'avoir une production de contenu et de générer de l'audience, de générer du trafic organiquement, mais un peu plus qualifié, beaucoup plus une audience captive sur les produits et moins aspirationnelle. Et après, on est sur une opération déjà long terme qui a commencé, on l'a débuté au fin mai, début juin, et l'opération a pris fin décembre, toute fin décembre. Et il y a un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, j'y repense sur ce dispositif. La prouesse de ce dispositif, comparé à d'autres dispositifs télévisuels que vous avez pu voir, c'est notre capacité à produire de façon permanente. On était en flux tendu sur la production. C'est très très rare en télé. En télé, quand vous voyez un Top Chef, il a déjà été tourné il y a plusieurs mois. Et on prend cette sécurité, on tourne tout. Une fois que tout est tourné, on diffuse au compte-gouttes. Là, la grande différence, c'est que tous les mois, on incitait les internautes à aller voter, à choisir un projet. Donc tous les mois, on en choisissait un, on partait en tournage, on produisait tout le dispositif en 3 semaines. Et 3 semaines après, on soumettait à la télé. On avait 3 jours pour tout soumettre à l'antenne. Et on diffusait dans la foulée. Et de ce point de vue-là, ça a été véritablement un challenge. Et finalement, la télé s'est mise au rythme du digital. Tout à fait. Et c'est même le digital qui a fini par prendre le pouvoir. Voilà. C'est le digital qui a initié tout le contenu de cette émission télé.
Et sur les durées et formats, justement, vous pouvez en reparler, parce que c'est un point important. Bien sûr, sur les formats, comme vous le savez, nous sommes assez contraints avec la législation existante. Donc sur le format, nous étions sur un format de programme court. Ce programme court a été diffusé 53 fois sur M6, principalement sur M6, et une petite dizaine de fois sur W9. Donc on était programme court, on était combien de minutes? Alors programme court, c'est 1 minute. On était 1 minute. Programme court, c'est 1 minute. Donc on décomposait le projet des candidats. Et Anthony, par exemple, son projet a été décomposé en 4 pastilles qui ont été diffusées 4 semaines d'affilée. Voilà, donc on suivait le candidat dans l'évolution de son projet. Et pour vous, demain, c'est forcément du programme court qui peut valoir le coup sur ce type de programme, ou est-ce qu'on peut imaginer des émissions assez proches du format télévisuel qui iraient demain sur le web avec des habitudes de consommation comme à la télé finalement? Alors, je salue l'initiative, mais vous vous doutez bien que je ne peux pas vous révéler et dévoiler aujourd'hui les secrets de fabrication des émissions de demain. Je risquerais de ne plus jamais m'asseoir dans ce canapé.